Bienvenue pour cette analyse autour de l'affaire R. Kelly, une immense star du R&B, dont l'image s'est complètement fracassée face à des accusations criminelles très graves qui courent sur des décennies. Oui, bonjour. Et c'est vrai que le contraste est saisissant entre l'icône, l'artiste, et puis la réalité judiciaire. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble les points clés de cette chute, comment on en est arrivé là, en s'appuyant sur l'analyse qu'on a sous les yeux. Exactement. L'idée, c'est de voir les crimes, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, le système qu'il y avait derrière. Cette espèce de prédation organisée. Et pourquoi ça a pris tant de temps pour que la justice agisse vraiment. Voilà. Et puis, évidemment, les procès qui ont tout changé. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Les accusations sont multiples et extrêmement lourdes. On parle d'exploitation sexuelle de mineurs, parfois très jeunes, hein. Oui, des 13 ans dans certains cas mentionnés. Et ça va plus loin, production de matériel pédopornographique, traite sexuelle, c'est-à-dire vraiment recruter, organiser l'exploitation. Raquettes, séquestration, la liste est longue et assez glaçante. Et ce qui ressort fort de l'analyse, c'est le modus operandi. Comment il aurait utilisé sa célébrité, son argent, Comme des outils, en fait, hein. c'est ça, des outils pour attirer, puis pour isoler et contrôler totalement ses victimes. On parle de règles hyper strictes. Sur les vêtements, sur qui elle pouvait voir, interdiction de parler à d'autres hommes. Voilà, un isolement complet, renforcé par de la manipulation psychologique, des menaces et parfois des violences physiques aussi. Un véritable système, comme le dit la source. Et ce qui est marquant, c'est que ça s'est appuyé sur des preuves diverses au final. Il n'y avait pas que les témoignages, si. Non, et c'est crucial pour comprendre pourquoi les condamnations ont fini par tomber. Il y avait les témoignages, bien sûr, des victimes, de certains collaborateurs aussi, mais aussi des preuves matérielles. Ah oui, Genre quoi? des enregistrements audio, vidéo, des SMS, apparemment même des preuves ADN, tout un faisceau d'indices quoi, qui a permis de reconstituer le tableau sur des années. Pourtant, même avec certains de ces éléments qui existaient peut-être depuis longtemps, le chemin vers la justice a été hyper long. L'analyse rappelle qu'il y a eu des tentatives d'étouffer des affaires bien avant. Oui, oui, un paiement de 250 000 dollars dès 1998, d'autres arrangements financiers, et puis il y a eu cet acquittement très médiatisé en 2008. C'est vrai, hein. À Chicago pour pédopornographie. Pourquoi il avait été acquitté déjà? La raison principale évoquée, c'est que la victime présumée au cœur de l'affaire avait refusé de témoigner contre lui à la barre. Ça montre bien les obstacles. Les pressions peut-être aussi. Sans doute. Tout ça a rendu les condamnations fédérales récentes encore plus significatives. D'abord New York en 2021, Oui, là c'était pour racket et traite sexuelle. En gros, la reconnaissance de ce système de prédation sur 25 ans. Une entreprise criminelle. c'est ça. Et la peine 30 ans de prison fédérale. Et ensuite, rebelote à Chicago en 2022. Oui, là c'était plus centré sur la production de pédopornographie et l'incitation de mineurs. Et hop, nouvelle condamnation, 20 ans. 20 ans de plus, sauf que l'analyse pointe un détail technique intéressant sur ces peines. Ah oui, c'est assez particulier, mais courant dans le système fédéral américain. En fait, 19 des 20 ans de Chicago sont purgés en même temps que la peine de New York. Donc, en pratique, ça n'ajoute qu'à l'enferme. C'est ça, exactement. La seconde condamnation, bien que très lourde sur le papier, n'allonge la durée totale d'incarcération que d'une seule année. Bon, c'est un calcul un peu complexe, mais le résultat final est là, il est condamné lourdement. Et tout ça, c'est l'aboutissement d'enquêtes fédérales longues et tenaces, notamment du HSI, le Homeland Security Investigations. Oui, le rôle est souligné. Et difficile de ne pas faire le lien avec le mouvement #MeToo, évidemment. Carrément. L'affaire R. Kelly est devenue un symbole de comment le pouvoir, la célébrité, une certaine culture du silence aussi, ont pu protéger quelqu'un pendant si longtemps. Tout à fait. Et il faut mentionner le documentaire Surviving R. Kelly de 2019. Ça a été un vrai catalyseur. Ça a relancé des enquêtes, poussé d'autres victimes à parler. Ça a eu un impact énorme. Donc aujourd'hui, où en est-il? Il purge sa peine. Oui. L'analyse précise qu'il est incarcéré dans un centre pénitentiaire fédéral en Caroline du Nord. Et sa date de libération prévue est fin 2045. Il aura 78 ans. C'est ça. Et point important, les condamnations ont élu, confirmées en appel, et la Cour suprême a refusé de s'en saisir. Donc judiciairement, c'est bouclé. C'est donc vraiment l'histoire d'une chute totale. Une carrière immense,
Une influence musicale indéniable. Oui, et tout ça balayé par la confirmation judiciaire de crimes très graves, répétés sur des décennies. L'analyse utilise une image assez parlante, celle d'un château de cartes sur le sable. Oui, c'est une bonne image. Une façade de succès, de gloire, qui cachait une réalité terrible, construite sur des bases criminelles. Et une fois ces bases révélées, Tout s'écroule. voilà, ça laisse quand même songeur hein, sur la manière dont la célébrité, le pouvoir, peuvent masquer l'inacceptable. Et sur le poids du silence, qui peut durer si longtemps.